l'IA va couler ton business si tu t'en sers de cette manière. Alors je sais, ça peut paraître un peu fataliste comme entrée en matière pour une vidéo YouTube, mais clairement, dans la vie, comme pour l'IA, il y a des prérequis. Comme pour tout un tas de choses, il y a des prérequis. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de pratico-pratique et de pragmatique, quelque chose d'applicable pour les entrepreneurs qui se posent encore la question de est-ce que je passe à côté de quelque chose ou non. Parce qu'en fait, on va simplement venir sur le fait que lorsque vous voulez intégrer l'IA dans une entreprise, il faut des prérequis. C'est comme vous savez, typiquement, vous voulez conduire, il vous faut le permis. Mais pour avoir le permis, il vous faut le code. Sauf que pour pouvoir avoir le code, pour pouvoir le passer, il vous faut un certain âge. Et en fait, dans la vie, il y a énormément de prérequis avant les actions qu'on veut entreprendre. Et en fait, tout ça pour revenir au fait que pour l'IA, c'est la même chose. Ça ne dérogue pas à la règle. Et justement, on est sur cette même problématique de prérequis pour pouvoir l'installer sereinement dans une entreprise. On sait très bien que actuellement, beaucoup d'entrepreneurs ont peur de passer à côté de l'IA, ont cette FOMO, donc la Fear of Missing Out, qui est très utilisée dans le marketing émotionnel depuis des années maintenant, pour vous forcer à prendre une action ou à passer à l'achat. Donc c'est quelque chose dans le commerce, dans le marketing, dans le business, qui est très utilisé. Donc comme on le dit, la FOMO, c'est pour vendre. Donc pour vendre, quand quelqu'un va vous dire « attention, vous passez à côté, etc. », c'est pour vendre. Alors tout le monde l'utilise, même moi j'utilise cette FOMO parce que c'est intéressant de l'utiliser sur certains points. Par contre, dans la mise en place de l'IA en tant que telle, dans des milieux stratégiques en entreprise, attention à comment on l'utilise. Donc je vais désormais, sans attendre, commencer en fait, typiquement sur mon expression, l'IA amplificateur de structure ou amplificateur de chaos. Pourquoi amplificateur de structure ou amplificateur de chaos? On va voir ça directement tout de suite. Donc, ce qui détermine si l'IA va justement améliorer la structure ou autre, c'est vraiment les croyances courantes ou ce que fait l'IA vraiment. C'est-à-dire que actuellement, on parle de l'IA, on a à boire et à manger sur l'IA. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, on entend tout un tas de choses, des modèles sortent tous les jours, et forcément pour ceux qui ne comprennent pas cette technologie, ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose d'énorme, puisque tout le monde en parle en fait. Donc il y a les croyances courantes sur l'IA, ce que les dirigeants croient, donc les dirigeants qui ne regardent pas de contenu sur l'IA, qui ne comprennent pas vraiment la technologie, d'ailleurs qui n'ont pas besoin de la comprendre parce que c'est déjà des experts dans leur métier, ils n'ont pas besoin d'être experts en fait dans la techno, parce que s'ils devaient être experts sur le juridique, sur la finance, sur la comptabilité, sur le marketing, communication et en plus de ça leur expertise métier, vous doutez bien que là c'est du transhumanisme, c'est clairement il vous faut une puce dans la tête pour pouvoir justement régler et gérer ce genre de chaos mental toute la journée. Donc il y a les croyances courantes sur l'IA, excusez-moi, et ce que l'IA fait vraiment. Donc typiquement la vraie nature de l'IA versus ce que croient les dirigeants. Les croyances courantes sur l'IA, elles sont simples. Ça va être l'IA va remplacer certaines tâches humaines. L'IA rend tout plus rapide. L'IA fait gagner du temps. Si on ne l'utilise pas, on est en retard. Il faut automatiser un maximum. On peut brancher une IA sur nos outils actuels. Donc en fait ça, typiquement j'ai envie de vous dire, c'est toutes les croyances limitantes. C'est-à-dire que avant tout, les dirigeants ont ces croyances, alors que typiquement, si on fait un audit chez eux, c'est peut-être pas le cas. Ce que fait vraiment l'IA, par contre, c'est réel, c'est qu'elle amplifie ce qui existe déjà, elle reproduit les flux de travail, elle accélère les décisions qui sont déjà prises, elle exécute les procédures existantes, donc là vous comprenez bien qu'il faut des SOP, donc des standards de process, elle dépend de la qualité justement des données, parce que oui, l'IA, vous le savez, pour qu'elle sorte des belles données en output, en sortie, il lui faut des belles données en entrée. Donc pareil, si vous n'avez pas de données structurées en interne, il faut déjà passer par savoir comment on peut en récolter, comment les nettoyer et comment s'en servir. Donc ça dépend énormément de points et aussi de la clarté des responsabilités parce que bien sûr, dépendamment d'avec qui l'IA va interagir, donc que ce soit un cas de sup, un employeur ou autre, un employé ou autre, ça va beaucoup dépendre. Ça dépend aussi de la maturité digitale de l'entreprise. Donc encore une fois, l'erreur c'est que l'IA n'est pas une solution miracle, mais que par contre l'IA elle n'invente pas l'organisation, elle l'hérite. C'est-à-dire que l'organisation actuelle de l'entreprise, l'IA elle ne l'invente pas. C'est-à-dire que l'IA ne va pas tout créer dans votre boîte. J'ai même tendance à dire que attention, utilisez l'IA pour automatiser des tâches à faible incidence, pour commencer, plutôt que de commencer à lui laisser déléguer le cœur de votre business. Parce que l'IA c'est bien, c'est rapide, ça peut aller vite. Lorsque vous l'utilisez en interface humaine, c'est top. On verra les différents cas pour l'utiliser et pour pouvoir l'intégrer dans son entreprise. Mais il y a clairement des risques. L'IA n'est pas un prolongement de vous-même.
ou du moins elle n'y l'est pas de base vraiment naturellement. Donc là, on va vraiment voir l'intelligence artificielle. Pourquoi on voit une photo de charpente sur mon écran? C'est simple. L'intelligence artificielle, c'est le toit. Pour que ce toit puisse être posé de la bonne manière, il faut une charpente. Alors là, vous voyez, le toit n'est pas posé de la bonne manière, mais c'était une image pour pouvoir vous montrer justement comment le toit peut... Enfin, ce que représente le toit, c'était une image, bien évidemment. Donc, il y a des processus qui doivent être écrits. Il y a des SOP, des Standard of Process qui doivent être documentés. Un SCRM propre tenu à jour, parce que ça, c'est important. Si je veux faire de l'automatisation de tâches sur de la fidélisation, relance, démarchage client, si mon CRM n'est pas à jour et que je n'ai pas des données prospects à jour, je mets des coups d'épée dans l'eau. Des règles internes d'information. Comment l'information transite entre mes différents services et entre moi et mes collaborateurs. Est-ce que c'est de l'horizontal? Est-ce que c'est du vertical? Donc c'est ça aussi qui est important. Une culture de documentation. Je vais bien trop de fois dans des entreprises où cette culture de documentation est nulle. Le savoir d'une entreprise ou d'un poste, en général, va être empirique. C'est-à-dire qu'une personne qui est là depuis 30 ans sur mon poste, c'est par cœur comment elle marche son poste. Par contre, si demain elle part et qu'on onboard une nouvelle personne à son poste, cette personne-là, pour pouvoir former au niveau où l'ancienne personne est partie, dépendamment du temps qu'elle est restée à son poste, ça va être très long. Vous allez perdre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros en efficacité opérationnelle et deuxièmement, en efficacité sur vos ressources humaines. Donc ça, déjà, c'est énorme. Ensuite, les flux digitaux établis. Parce que oui, il vous faut des flux digitaux établis. Il faut que vous ayez justement aussi des outils qui sont adoptés et utilisés correctement. Il faut une hiérarchie décisionnelle. Il faut des rôles clairs et un ownership sur les tâches claires. Et c'est ça le truc. Derrière, il vous faut des outils hyper connectés. Il vous faut des facilitants pour pouvoir intégrer l'IA. Donc, comme je le dis, une IA, elle ne peut pas optimiser ce qui est déjà maîtrisé. Ça, c'est clair. Donc, comment l'IA, elle crée du désordre si l'organisation est déjà chaotique? Parce qu'on a parlé que l'IA pouvait être intéressante dans le cadre de notre charpente si c'était bien organisé. Mais par contre, si c'est chaotique, comment ça se passe? Eh bien, votre IA qui va être au centre de votre système, elle va clairement devoir travailler avec des données qui vont être fragmentées. Ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. On veut que l'IA soit opérationnelle et qu'elle soit actionnable à tout niveau de l'entreprise. Donc, derrière, qu'est-ce que va faire l'IA? Elle va multiplier forcément les vérifications manuelles auprès de nos ressources humaines. Mais alors, à quoi bon mettre en place une IA si c'est pour vérifier à chaque fois ce qu'elle fait? Encore une fois, je vais être un peu cru. Pour moi, pour une entreprise structurée, les agents IA, excusez-moi du terme, c'est de la branlette. C'est-à-dire que on vous macère actuellement avec ces systèmes IA agentiques. En fait, dites-vous, un employé, lorsque vous l'onboardez dans votre entreprise, il va avoir des tâches qui vont être souvent linéaires. C'est-à-dire qu'il y a une procédure, par exemple, je dis une bêtise, pour poster un post sur les réseaux sociaux, il y a une procédure. Cette procédure, il va la suivre à la lettre. Pourquoi laisser à une machine le droit d'être libre dans cette procédure, qui revient au final au SOP, les process standardisés dont on a parlé juste avant. Pourquoi laisser l'IA avoir le choix? Non. Donc, actuellement, les agents IA, c'est bien pour être souple, pour de la créativité, etc. Dans des process pour des PME ETI, donc des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, l'IA agentique n'est pas adaptée. On y reviendra dans plusieurs vidéos pour que je vous montre pourquoi en cas réel. Alors ça paraît bien beau, c'est bien, hein, c'est des vraies avancées technologiques, hein, on est d'accord, mais pour actuellement être vraiment efficace opérationnellement parlant, c'est compliqué. Dépendamment, ou alors il faut beaucoup de vérifications humaines dans du human in the loop. En gros, c'est des arbres de décision humains sur les décisions ou les créations de l'IA. Donc derrière, l'automatisation, forcément, si elle envoie des mauvaises informations au client, donc comme on le disait, c'était ce truc d'avoir un CRM qui n'est pas à jour. Bah, c'est exactement la même chose. Des relances automatiques sur de mauvais mails. Admettons, on a une relance automatique sur de la facture pour dire que Jean-Paul n'a pas payé sa facture alors que Jean-Paul a payé sa facture. Et bien ça, c'est un vrai problème. La même chose, génération de documents incohérents. Par exemple, pour du préchiffrage, si on n'a pas une base de données qui est véridique, donc une source centrale, une source de vérité, la golden source, ça va être compliqué de pouvoir derrière générer de la documentation cohérente, parce que si on n'a pas une base de données sur nos prix exercés, comment on va faire du bon préchiffrage? Donc ça, c'est important. Derrière, forcément, on a des coûts cachés en correction d'erreurs, parce que si vous faites appel à un dev pour vous mettre en place une infrastructure IA agentique ou une infrastructure d'automatisation boostée par l'IA, et que vous n'avez pas des bons process,
et ben en fait la personne va revenir mettre la main dans le cambouis tous les 2 jours. Donc en fait derrière c'est des coûts cachés parce que bah oui il faut bien quelqu'un pour payer cette maintenance là, pour payer ces modifications sur vos infrastructures et sur vos automatisations sur vos infrastructures IA. Donc forcément derrière on a une vraie problématique sur qui a fait quoi, pourquoi l'IA a généré de la mauvaise, du mauvais résultat. Donc forcément, on a une perte de confiance en interne entre tous les collaborateurs. Bah oui, non, mais c'est lui. En fait, on a eu tel problème parce que c'est lui qui n'a pas fait son travail. Donc on a une confusion totale dans des responsabilités. Et derrière, il y a l'IA qui va prendre des décisions sur des données erronées. Et au final, vous le voyez, vous fragilisez votre entreprise considérablement. Là, on parle clairement de perte de confiance des salariés, confusion dans les responsabilités, l'IA qui prend des décisions sur des données erronées, les informations non centralisées, les coûts cachés en correction, bah justement, c'est énorme, vous perdez de l'argent directement. La multiplication des vérifications manuelles, vous perdez du temps directement. Et une perte de crédibilité sur tout ce qui va toucher à votre partie client, c'est-à-dire ce que le client va voir. Parce que quand c'est du back-end, vous pouvez être en problématique, donc du back-end, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Vous pouvez être en crise pendant 3 mois, le client ne le verra jamais. Par contre, tout ce qui touche au client, là on est sur une haute incidence d'intégration, il ne faut pas se tromper. Votre client, s'il a une mauvaise expérience, il va y réfléchir à 2, 3, 4, 5 fois avant de revenir vers vous. Tout dépendamment aussi, bien sûr, de s'il y a de la concurrence ou autre. On s'entend bien là-dessus. Mais on est clairement dans cette problématique-là de couler sa boîte. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que relation client, les problèmes de crédibilité, les problèmes en interne aussi de confiance entre collaborateurs. Donc en fait, vous mettez sans dessus-dessous votre organisation juste parce que l'IA a été intégrée de la mauvaise manière parce qu'il n'y avait pas les socles nécessaires. Donc par contre, comme je disais, l'IA, elle accélère les conséquences d'une mauvaise organisation. Donc, typiquement, on ne va pas mettre un moteur de fusée sur un vélo. On ne va pas propulser un vélo à 300, 400 km/h alors qu'on n'a pas les protections. On n'a pas mis son casque, on n'a pas mis ses genouillères, voilà. Premièrement, on va enlever les roulettes, ensuite on va mettre un pédalier neuf, et ensuite on verra pour pouvoir améliorer, peut-être mettre une carrosserie avant de mettre un moteur de fusée justement sur un vélo. Tout ça, c'est la même chose avec l'IA. On en parlait des socles, et la plus grosse partie, ça va être des outils qui vont être interconnectables. Par exemple, des fois, je travaille avec des entreprises qui ont des CRM ERP très vieillots qui ne sont aucunement intégrables en termes d'API avec des systèmes IA externes. Donc, l'automatisation est quasiment impossible. Avoir des SOP, donc c'est-à-dire des process qui sont standardisés en interne, savoir qui fait quoi, etc. Derrière, une fois qu'on a une bonne structuration, forcément, on va venir auditer. Quelqu'un qui veut venir intégrer chez vous de l'IA, il va auditer. Il va voir ce qui se passe en interne. Il va voir où sont les points de friction. Une fois qu'il aura détecté des points de friction, il va voir qu'à tel moment, à tel endroit, il y a un point de friction. Il y a Samuel, mon employé, qui perd 10 heures par semaine à faire une tâche. Samuel est payé 35 heures en brut. Ben, on sait que si on enlève cette tâche-là, on est gagnant de 350 euros par semaine sur Samuel, sur son salaire. Parce que justement, entre guillemets, parce qu'on ne va pas le virer, on va le réallouer, mais on gagne 350 euros de ROI la première semaine sur cette automatisation de tâches. Donc, on pourrait penser que l'IA, c'est déjà faire de l'analyse prédictive de données, etc., alors qu'en fait, il y a juste des tâches qui sont sous vos yeux actuellement, qui ne sont pas traitées. Donc pour ça, il faut cartographier. Cartographier là où l'IA pourrait avoir une vraie incidence. Ok, d'accord. Mon IA, elle a la possibilité d'automatiser ça. Est-ce que j'utilise les bons outils ? Si j'ai une friction, ça me prend du temps, ça coûte de l'argent à mes collaborateurs, que c'est connectable et que je peux l'automatiser, automatisons-le. Derrière, standardisation. On définit les étapes de ce processus et les responsabilités. Digitalisation. On crée un écosystème documentaire propre, que ce soit autour du process ou autour du service touché par l'automatisation du process. Derrière, on automatise. Donc vous voyez que l'automatisation et l'IA, on en parle. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points. L'IA, on n'en parle que dans les 2 derniers points. C'est-à-dire qu'il y a 66% du travail à fournir avant de parler même d'IA. Donc, ça, c'est assez parlant, en fait, ce schéma. C'est-à-dire qu'avant même de parler d'IA, excusez-moi, là, je suis allé jusqu'ici, voilà. Avant même de parler d'IA, il y a 66% de travail à fournir pour pouvoir l'intégrer de la bonne manière. Et derrière, les 33% là, c'est les pourcentages qui vont être... excusez-moi, on dirait vraiment des fesses ici. C'est vraiment le pourcentage qui va en fait rester, mais qui est la partie la plus technique. Forcément, puisqu'on implémente derrière, entre la parole et la pratique,
Il y a deux mondes d'écart. Donc voilà, ça c'est important. On ne met pas un moteur de fusée sur un vélo. On veut de l'IA, on en a besoin. On va revenir là-dessus, sur pourquoi on est sur cette trend. On parlait de la FOMO au début. C'est la trend versus la pain. Ce qui va toujours pousser votre organisation à intégrer des vrais systèmes en interne, c'est la pain. La trend, ça sert à rien. Parce que la trend, c'est quoi? C'est de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est oui, mais Pierre a de l'IA dans sa boîte. Oh là là, je suis en retard sur l'IA, je sais pas comment je vais faire, il faut que j'intègre de l'IA parce que c'est une grosse technologie. Ah, l'IA c'est stylé, ça me permet de faire ci, ça me permet de faire ça. Mais dans ce cas-là, on est sur un gadget. Alors que quand on en a besoin, vous vous douterez qu'on ne va pas dire on a besoin d'IA. Pareil, c'est la même chose, on part du côté trend parce qu'on n'a pas besoin d'IA, ce n'est pas vrai. C'est comme j'ai pas besoin d'un marteau. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'un marteau. J'ai besoin d'un marteau? Non, c'est j'ai besoin d'enfoncer un clou. C'est la même chose. Et en fait, on a réellement, par exemple, des citations, un président, un PDG qui justement dit on a réellement un problème sur l'analyse prédictive des ventes. On a vraiment du mal à analyser quel va être notre cycle de vente sur l'année prochaine. On perd un temps fou à faire ça manuellement. J'arrive pas à suivre mes opportunités commerciales. Bah en fait, là on a un vrai problème. Et souvent, sur ce problème-là, on cherche des solutions, qu'elles soient capitalistiques avec de l'argent, qu'elles soient humaines, avec du capital humain, ou alors technologiques. Vous savez, c'est les 3 leviers. Capital, humain, technologique. Et bien en fait, dans le capital humain, on pourrait tellement se dire, on recrute une personne ici. On va recruter quelqu'un qui est data analyst, qui a fait ça depuis des années, et qui va analyser nos données de vente pour nous sortir des rapports très frais, pour pouvoir optimiser justement la production de nos produits, pour pouvoir les vendre à un instant T, sachant qu'on sait que l'année dernière, on a plus vendu au mois de décembre, on va optimiser nos lignes de production pour qu'au mois de décembre de cette année, on puisse avoir une pleine production pour satisfaire toute la demande. On pourrait imaginer qu'on fasse appel au capital humain. Ou alors au capital technologique. Là, dans les cas-là, on a un vrai problème, on part d'un problème, on ne dit pas j'ai besoin d'IA parce que j'ai besoin d'IA, mais on a un réel problème. Et donc là, va se poser la question de l'IA. Mais encore une fois, avons-nous des données historiques pour pouvoir faire de l'analyse prédictive? Parce que l'analyse prédictive, si vous voulez, c'est ni plus ni moins que de dire en décembre prochain, je risque de vendre tel produit à tant de volume, sachant que on a 10% d'évolution entre chaque année et qu'il y a 10 ans, on vendait ce produit à cette période-là à tant d'unités, l'année dernière à tant d'unités, l'année d'avant encore à tant d'unités, pour au final mettre en cohérence ces patterns, donc ces schémas qui se ressemblent dans les périodes des ventes, pour se dire que l'année prochaine, on risque sûrement de rehausser encore la production et du coup de peut-être baisser la production d'un de nos produits et augmenter celle d'un autre pour justement y arriver. Et donc là, il y a besoin de données historiques. Donc c'est pour ça qu'on en parlait. Où sont stockées les données? C'est une autre problématique. Et derrière, comment on va les exploiter? Qu'est-ce qu'on veut? On a une entrée, mais qu'est-ce qu'on veut en sortie? Comment on peut interagir avec STIA? Est-ce qu'on a une interface? Est-ce que ça se fait en back-end? Tout ça, c'est du technique. Le PDG, lui, il a juste à se dire ok, quel est mon problème? On perd un temps fou à faire ça manuellement. Pile poil, boum, derrière toutes ces objections ou ces pensées-là, vous avez des possibilités d'automatisation IA. Ne pensez pas IA directement. Par contre, notez-vous sur un papier, qu'est-ce qui m'embête de faire dans mon business? Est-ce que j'ai le temps? Par exemple, cet après-midi, j'ai rencontré une entreprise, j'ai fait un micro-audit dans une entreprise qui n'avait pas le temps de gérer sa communication, mais par contre qui peut l'automatiser parce qu'elle a toutes les ressources. On pourrait lui mettre en place un drive dans lequel l'IA vient chercher des images de communication et derrière l'IA vient soit générer des visuels, soit prendre ces images, les modifier elle-même et derrière les poster sur les réseaux sociaux. C'est possible. Donc je n'arrive pas à suivre mes opportunités commerciales. Pareil, les pipelines. Il faut avoir un endroit où on peut justement se dire ok, à tel endroit, mon client, il est ici. Il a été contacté, il a été relancé. Si vous ne le faites déjà pas actuellement, sur le suivi, si votre commercial ne le fait pas, il va falloir reprendre ce process-là avant d'automatiser. Parce que comment voulez-vous qu'une IA sache qui est relancé s'il n'y a pas de suivi sur les contacts? Donc vous voyez, c'est bien plus complexe que ce qu'on pense. Donc derrière, forcément, l'exemple, là je prends un exemple, de 10 leads par semaine, 10 erreurs par semaine et ça fait 10 leads par semaine. Donc, c'est-à-dire avant, on a sur de la relance, on a des réponses manuelles, des fichiers dispersés, des suivis par email, des personnes responsables, des informations perdues, des relances oubliées et des clients frustrés. Parce que sachez que certains clients, ils ont besoin d'une relance parce qu'ils ont beaucoup de travail, surtout dans le B2B. C'est pas forcément qu'ils sont pas intéressés par votre produit. Donc si un client est intéressé par votre produit, qu'il oublie de vous relancer et que vous ne le relancez jamais, il peut être frustré. Derrière, la segmentation automatique, ça c'est intéressant.
le scoring IA. Donc là, on est bien avant. Donc ça, c'est non. C'est la situation qu'on ne veut absolument pas avoir dans son business. Après, c'est simple. La segmentation automatique, donc qui va permettre de segmenter automatiquement vos prospects, potentiellement les scorer. Je sais que ce prospect-là a un profil qui colle à 95% avec mon avatar client. Un avatar client qui est mon client idéal. Je sais que c'est dans mon cœur de cible par rapport à mon client. La documentation continue, donc qui permet en fait d'avoir aussi des informations par rapport à mon client. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce que si ? Qu'est-ce que ça ? Tout ça, ça permet d'aller scraper de la data sur mes clients. Le suivi cross-équipe, parce que forcément, si on est 2 sur le deal et qu'il y en a un qui relance mais que l'autre ne relance pas et qu'il y en a un qui va au final relancer, eh ben, le problème c'est quoi ? C'est que l'autre ne le sait potentiellement pas. Donc avoir une pipeline avec potentiellement différents collaborateurs sur cette interface. On a un stockage qui est centralisé, des relances qui sont planifiées, des documentations et une amélioration continue. Parce que les systèmes d'IA s'améliorent au fur et à mesure. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de passer, déjà en termes de conversion en chiffre d'affaires, on va se le dire, une grande partie de vos business, ou peu importe, de votre chiffre, retient sur des relances. C'est-à-dire que des fois, on a des dossiers qui sont sur le côté depuis des mois, et une relance va faire la différence. Et ça, c'est important de savoir quand le relancer, parce que une grande partie du business va retenir sur la relance. Donc là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça pourrait être la gestion prédictive, de la gestion des stocks, de l'analyse prédictive, tout un tas de points. Donc là, on va parler donc des bullet points stratégiques donc, pour l'IA. Donc typiquement, l'augmentation de la vitesse opérationnelle, c'est parfait. L'uniformisation de l'exécution, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. La scalabilité sans embauche, c'est-à-dire que vous devez pouvoir avoir une entreprise qui est capable de scaler sans embaucher plus. Dans ce sens, vous pouvez continuer à embaucher sur des postes à haute valeur, comme on disait, où il y a une incidence qui est énorme, où vous avez besoin d'avoir des experts, parce que l'humain est quand même meilleur pour traiter avec de l'humain. Donc ça, c'est un fait et c'est logique. Donc la scalabilité sans embauche, si vous n'êtes déjà pas capable de scaler sans embaucher, même en embauchant, ça risque d'être compliqué. Parce que, en général, c'est pas qu'une question de capacité de production ou de délivrabilité. On est bien d'accord que les services support dans une entreprise, c'est hyper important. La fiabilité des processus, hyper important. Savoir la fiabilité, leur redondance, leur chronologie, combien de fois ils reviennent dans la semaine, dans le mois, dans la journée. La réduction du risque d'erreur humaine, c'est la même chose. Sur des tâches où toute la journée on va s'abrutir sur quelque chose de répétitif, l'humain va perdre le fil. Parce que l'humain est un être qui a besoin d'être titillé et d'être stimulé psychologiquement à longueur de journée. Parce qu'on est un être intelligent, intellect, c'est-à-dire qui réfléchit, qui va plus loin que la pensée de base, que la pensée au premier degré, qui va réfléchir au 3e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e degré, tout ce que vous voulez. Derrière une meilleure exploitation des données internes, c'est un bullet point stratégique, voire le bullet point le plus stratégique, parce qu'il touche forcément aux bases de vérité, aux bases de données internes nécessaires pour pouvoir réussir l'automatisation et l'intégration d'automatisation par IA. La prise de décision plus objective, on est d'accord. Lorsque vous avez vous-même fait des rapports sur des données, en général, vous n'allez pas être objectif parce que vous allez tirer des conclusions en y réfléchissant. En le faisant, vous allez réfléchir. Vous avez une partie de vous qui va réfléchir et va commencer à faire des résolutions hâtives. Alors que l'IA, elle, va prendre recul, prendre l'entièreté, un instant T de vos données pour vous sortir un rapport qui sera juste mathématiquement cohérent. Et derrière, le leadership technologique. Forcément, par rapport à un concurrent, et là on en parlait tout à l'heure, oui, par rapport à un concurrent qui utilise l'IA de manière intelligente, vous êtes en retard. Vous perdez sur cette compétitivité, vous êtes en retard. Par contre, sur un concurrent qui a intégré l'IA mais qui n'était pas prêt de l'intégrer, vous êtes en avance. Parce que vous avez toujours le temps de pouvoir vous remettre good sur vos process pour pouvoir la développer. Même si vous l'avez développé après lui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, si lui ne s'est pas remis en question et n'a pas retravaillé sur ses process, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours devant. Parce que l'IA aura amplifié le chaos, pendant que vous seriez toujours dans une complexité opérationnelle débordée, mais en soi, ce ne sera pas pire. Donc, la personne qui, elle, a intégré l'IA de la mauvaise manière, vous êtes devant dans tous les cas. Donc, ne pas se presser. Alors oui, par contre, si vous voyez que des acteurs, des concurrents en interne font ça, avec vous, sur votre marché,
et vont être capables de justement développer de l'IA avant vous et correctement, là il y a du souci à se faire. Et là c'est important d'aller voir justement des personnes qui peuvent vous aiguiller. Donc je reviens juste ici, parce que là on parlait, j'ai raté une partie de ma présentation, on parlait justement des exemples de lead. Donc vous allez me dire, oui mais comment ? Pour moi dans l'IA il y a 3 levels. Il y a 3 niveaux, c'est les 3 niveaux que je vois. Premier niveau, c'est les outils, j'appelle ça les outils on-market. C'est tous les outils que vous allez pouvoir trouver sur le marché sans avoir besoin de compétences techniques, juste besoin de formation comme tout. D'ailleurs, il existe des personnes qui forment à ces outils-là, donc qui viennent dans les entreprises, qui forment les collaborateurs, pour savoir quel outil utiliser à quel moment pour telle tâche que je fais redondante en manière vraiment personnelle, pour moi en tant qu'employé. C'est-à-dire que ce n'est pas systématisé dans l'entreprise. Derrière, il y a le deuxième niveau. N8N et Make, c'est tous des logiciels, si je peux dire, d'automatisation. Moi, j'appelle ça des logiciels d'automatisation, ingénierie de process, vous faites ce que vous voulez, qui permettent d'interconnecter des services entre eux pour automatiser des tâches au sein d'une entreprise. Mais ça, c'est très connexe à ce troisième niveau, le troisième niveau qui va être les logiciels sur mesure, boostés avec des capacités d'IA, intégrés avec un tas de systèmes. Pourquoi je dis que c'est un peu couplé ? Parce qu'en fait, vendre de l'automatisation, c'est bien pour certaines tâches, pour du back-end où il n'y a pas forcément besoin de visualisation. Par contre, pour piloter certaines tâches, on a besoin d'une interface que l'utilisateur va facilement comprendre et pouvoir utiliser pour réduire la friction due à l'adoption du meilleur outil. Et dans les cas-là, c'est quand même le top. Une entreprise qui peut se permettre d'avoir une interface avec ses systèmes, ses infrastructures IA sur mesure, en marque blanche, enfin avec leur marque, et qui permet de centraliser tout leur système automatisé, ça c'est le top, c'est la tour de contrôle. C'est-à-dire qu'actuellement, ce level 3, il y a très peu d'entreprises qui l'ont atteint. C'est de très grosses entreprises pour la plupart, mais par contre, dans les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, je suis même pas sûr qu'il y ait plus de 5% et encore des entreprises qui aient ce genre de choses. Premièrement, ils commencent à se former, c'est normal. On parle de vraiment d'une nouvelle révolution. Donc les entreprises commencent 99% des cas sont en train de se former sur des outils on-market, sur l'automatisation. L'automatisation est déjà très bien, c'est-à-dire que c'est déjà un pas de ouf énorme par rapport à la plupart des gens que je connais. En fait, 99% des gens sont sur le niveau 1, même pas le niveau 2. Donc le niveau 3, voilà, là on parle de la fusée sur le vélo, voilà, le niveau 3 c'est vraiment quelque chose où l'entreprise a déjà une prise de conscience digitale et qu'elle est déjà dans un cycle de compétitivité. Elle va chercher de la compétitivité, elle essaye d'intégrer ça pour aller chercher de la compétitivité. Donc du coup, après être venu sur les bullet points stratégiques, je vais clairement parler de ça, c'est les questions à se poser en tant que dirigeant actuellement. Pour pouvoir intégrer l'IA, ce n'est plus est-ce que j'ai besoin, est-ce que je veux intégrer l'IA, j'ai besoin de l'IA, c'est plus ça du tout. Maintenant, posez-vous la question, si demain je double mon volume d'activité, est-ce que mon système y tient ? Si demain je vends 3 fois plus, est-ce que mon système y tient ? Si demain je propose, peu importe, si je fais 3 fois plus, dans peu importe quel secteur ou 3 fois moins dans n'importe quel secteur de ma boîte, est-ce que mon système tient ? Est-ce que j'ai la possibilité de scaler ? Qu'est-ce qui me manquerait pour pouvoir scaler ? Est-ce qu'il me faut de l'humain ? Dans ce cas, à quel prix ? Est-ce qu'il me faut de la technologie ? Dans ce cas, à quel prix ? Et à quel dépend ? Est-ce que j'ai les systèmes en interne de base de données ? Donc c'est hyper important. Si un collaborateur clé part, la connaissance, elle reste-t-elle dans l'entreprise ? Typiquement l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. J'ai un employé qui occupe un poste depuis 25 ans. Est-ce que si dans 10 ans, on continue à développer ça et qu'il est parti, est-ce qu'on aura la même expertise ? Donc tout ça, c'est hyper important. Derrière, les process, sont-ils suffisamment clairs pour être automatisés ? Ça, c'est une troisième grosse question. Est-ce que vous comprenez vous-même vos process dans votre entreprise ? Si vous ne comprenez pas vos process dans votre entreprise, comment vous voulez pouvoir automatiser clairement vos process ? Donc, commencez à mettre en place des SOP qui sont des Standard of Process qui vont permettre littéralement Standard Operating Process qui vont littéralement vous permettre d'avoir une machine qui tourne bien huilée puisque les process, c'est le nerf de la guerre dans l'opérationnel des entreprises. Donc, le vrai risque, il n'est pas de ne pas utiliser l'IA. Voilà. Le vrai risque est d'utiliser l'IA sur une entreprise non organisée. Donc voilà, si vous vous posez encore la question, est-ce que je suis en retard, etc., posez-vous d'abord la question sur votre maturité digitale
avant même de vous dire ok, j'ai besoin de l'IA dans mon business. Donc voilà, donc c'était tout sur ce tableau blanc que je vous ai présenté aujourd'hui, qui au final est déjà une belle petite masterclass sur comment on va pouvoir optimiser justement son temps et pouvoir être sûr de pouvoir intégrer l'IA comme il faut pour son business. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je reviendrai toutes les semaines avec plusieurs formats de vidéos sur des formats longs comme ça pour vous donner un maximum de valeur, pour vous permettre d'actionner réellement mes conseils que j'ai déjà partagés à des boîtes, des grands groupes de plusieurs milliers de collaborateurs, que j'ai réussi à générer des leviers justement de ROI à hauteur de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par an par service. Et derrière, d'avoir accompagné les entreprises, enfin de vous accompagner comme si j'étais en fait un consultant pour vous, comme ce que je fais quand je me déplace dans les entreprises. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et d'ici là, à très vite.